Bonjour et bienvenue dans cette conférence intitulée Psychologie du bonheur, les secrets des gens heureux. Cette conférence sera animée par Marina Bougaïev, qui est coach professionnel en développement personnel et qui a été formée en psychologie positive. Elle vous propose dans cette conférence de découvrir les bienfaits de cette psychologie, qu'on appelle également la science du bonheur. Donc au cours de cette conférence, qui se veut dynamique et interactive, différents thèmes seront abordés. Vous découvrirez dans cette conférence qu'est-ce que la psychologie positive, quels sont les facteurs qui tendent à développer notre propre bien-être et notre propre bonheur. Et vous allez découvrir plein d'autres choses encore. Donc sans plus tarder, Marina parlera de son parcours professionnel avant d'entrer pleinement dans la conférence. Je vous souhaite un bon moment, belle écoute à vous, à très bientôt. Sur différentes pratiques, tout en ayant une activité parallèle, j'étais coach sportif. Et j'ai eu mes réponses, j'ai mis des choses en application, et puis ma vie a commencé en fait à se transformer, à se modifier, et dans le bon sens, sur le bon chemin. Et est venu le jour où j'ai eu envie de transmettre. J'ai eu envie de transmettre ça, donc j'ai suivi une formation de coaching pour devenir coach. Une formation qui a été faite par Florent Fusier, qui s'appelle Neuroactive Coaching. Donc c'est une formation qui utilise différents outils comme la PNL, les neurosciences. C'est une très bonne formation. Bon, en même temps, je ne suis pas là pour vous la vendre, mais c'est une très bonne formation. Et puis j'ai eu envie de faire mon mix à moi, parce que n'aimant pas être dans des cadres, aimant être libre, j'ai eu envie d'apporter ma petite touche personnelle et puis surtout de me pencher sur les sujets qui m'intéressaient particulièrement, comme le bonheur. Parce que pour moi, on est tous ici sur Terre finalement pour être heureux. Donc quel meilleur sujet finalement à traiter que le bonheur, et d'amener un petit peu plus de bonheur aux gens, de pouvoir transmettre ce bonheur-là. Donc c'est entre autres pour ça que je suis là ce soir avec vous. Donc voilà pour ma présentation. Donc n'hésitez pas si vous avez plus d'informations sur quoi que ce soit sur le coaching, que ce soit sur les différentes méthodes, vous pourrez les poser à la fin de la conférence. Je me fais vraiment un plaisir d'y répondre. Donc la psychologie positive, parce qu'on est là quand même pour parler de ça. Alors la psychologie positive, moi on me pose souvent des questions. On me dit mais c'est quoi la psychologie positive? C'est comme la pensée positive? C'est quoi? C'est voir la vie en rose? C'est le monde des bisounours? Est-ce que c'est la secte des gens heureux? Il y a pas mal de choses qui se passent par rapport à ça. Est-ce que c'est une perception de vie, de voir les choses juste positivement, en faisant abstraction du négatif? Alors, pas vraiment en fait. La psychologie positive, c'est une science. C'est une science, donc qui dit science dit des chercheurs dans des laboratoires, des psychologues, des médecins qui font des études qui sont prouvées scientifiquement. Alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la psychologie positive pour que vous puissiez, on va dire, plus comprendre ce que c'est, au-delà d'une science humaine. C'est la science qui étudie le fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions. Alors, qu'est-ce qu'on entend par fonctionnement optimal? C'est finalement le meilleur fonctionnement possible pour un individu, pour des groupes. Alors, groupe, ça peut être les relations interpersonnelles, ça peut être les relations de couple, et les institutions. Donc, les institutions, c'est la société au sens large, ça va être l'institution comme l'école, ça va être l'institution comme l'armée. Quel est le meilleur fonctionnement pour que finalement on soit heureux en tant qu'individu, pour qu'on soit heureux en groupe et pour que les institutions fonctionnent? Mais c'est aussi l'étude finalement des conditions optimales, des conditions qui sont nécessaires pour ces bons fonctionnements. Quel environnement va-t-il falloir pour que finalement on puisse se sentir le mieux possible? Donc en gros, la psychologie positive, c'est ça, c'est cette étude scientifique, prouvée scientifiquement par des chercheurs sur ce fonctionnement optimal, sur ce meilleur fonctionnement. Alors, elle a été inventée en fait par Martin Seligman. Martin Seligman, en fait, c'est le père fondateur de la psychologie positive. À la base, c'est un psychiatre, c'est un chercheur, c'est un enseignant dans les universités aux États-Unis. Et en 1997, il devient président de l'association des psychologues aux États-Unis. Donc c'est lui un petit peu qui dirige tous
c'est pas n'importe quoi, hein, c'est quand même un sacré poste, c'est une sacrée place. Et en 98, il va un petit peu bouleverser le champ de la psychologie positive en introduisant la psychologie positive. Alors, d'où ça vient? Ça vient de deux anecdotes que son cher Martin a vécues. La première, c'était avec sa fille. En fait, un jour, il était dans son jardin avec sa fille, puis il était en train d'arracher des mauvaises herbes, et il s'énervait, parce que finalement, ça allait pas assez vite. Donc, bon, il ronchonnait un petit peu, donc avec sa fille de 5 ans. Et sa fille de 5 ans s'est tournée vers lui et lui a dit, mais papa, tu sais quoi? Moi, j'ai pris une grande décision. Moi, j'ai pris la décision que je n'allais plus pleurer, parce que pleurer, ça fait pas du bien. Et toi, pourquoi tu ne prendrais pas la décision de ne plus râler? Alors, Martin était assez surpris, sa petite fille, son petit bout de chou, là, de 5 ans, il dit ça, et il se dit, tiens, c'est vrai, c'est marrant, ma fille à 5 ans, elle prend la décision de ne plus pleurer parce qu'elle se rend compte que ça ne fait pas du bien. Donc bon, ça l'interpelle, il se dit, oui, c'est juste de la focalisation, c'est vrai, plutôt que de m'énerver, parce que j'arrive pas à arracher les herbes assez vite, parce que le travail n'est pas assez vite ou assez productif, je pourrais simplement profiter du fait d'être avec ma fille dans un jardin et de profiter de ce moment-là. Donc déjà, ça l'interpelle un petit peu. Ensuite, deuxième anecdote, il est dans un avion et il se retrouve à côté d'un homme d'affaires. Il vient à parler de l'entreprise de cet homme d'affaires. Et cet homme d'affaires lui dit, moi, mon entreprise, tout va bien. Tout va bien. Mon entreprise, les employés vont bien, ils sont productifs, ils sont motivés, ils apportent plein de bonnes choses, mon entreprise roule. Alors, forcément, Martin Seligman lui dit, mais comment ça se fait? Et il lui dit, moi c'est simple, en fait, je me focalise sur ce qui va dans mon entreprise, sur ce qui fonctionne. C'est-à-dire, quand par exemple, il y a un employé qui fait un bon boulot, et je le mets à l'honneur, je le valorise. Quand il y a une tâche qui est accomplie et cette tâche fonctionne, et je mets cette tâche en avant, je la mets à l'honneur. J'invite dans mon bureau, finalement, les gens qui réussissent. C'est-à-dire que je ne fais pas venir dans mon bureau les gens qui ne sont pas productifs, je fais venir dans mon bureau les gens qui sont productifs. Finalement, je valorise ce qui fonctionne. Et le fait de valoriser ce qui fonctionne, plutôt que de porter son regard sur ce qui ne fonctionne pas, on crée une dynamique collective qui fait que, oui, il y a des résultats et les gens se sentent bien au travail. Cette deuxième anecdote, l'une après l'autre, Martin Seligman commence à se dire, c'est vrai, même nous en tant que chercheurs, peu importe le domaine, là on parle de la psychologie, mais dans différents domaines, souvent on regarde ce qui ne va pas. Et jusqu'à présent, la psychologie, jusqu'en 98, regardait au niveau des traumatismes, finalement, ce qui n'allait pas. Et il s'est dit, tiens, ça pourrait être intéressant, finalement, d'étudier ce qui va. D'observer qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux, qu'est-ce qui fait que les gens se sentent bien, quels en sont les critères, quelles sont les conditions. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il a bouleversé complètement le champ de la psychologie en introduisant la psychologie positive. Alors bien évidemment, derrière, il a eu des financements pour pouvoir faire des études, parce que comme je vous le disais au début de cette webconférence, on parle d'études faites dans des laboratoires. Alors, c'est vrai que quand on parle de bonheur, on va dire, vous me le demandiez là au tout début, mais qu'est-ce que le bonheur? Alors, le bonheur, ça reste quelque chose de subjectif, parce que c'est difficile d'évaluer le bonheur. Comme il est difficile d'évaluer la douleur, souvent quand on dit « Ah, j'ai mal à la tête », ou par exemple, vous vous brûlez, vous avez mal, on ne peut pas savoir à quel degré vous avez mal. Alors souvent, on donne une échelle, on dit « Mais sur une échelle de 1 à 10, tu as mal comment ?» Et finalement, sur un même fait, certaines personnes vont avoir mal à 9 sur 10, alors que d'autres vont avoir mal à 5 sur 10. Donc le bonheur, c'est pareil, c'est-à-dire que ça reste un critère subjectif. Par contre, dans les laboratoires, comme c'est une science, on peut évaluer des critères objectifs. C'est-à-dire qu'il y a des hormones du bien-être, par exemple, comme la dopamine. On le sait, quand on fait du sport, on libère de la dopamine, ça nous procure un bien-être. Donc ça, on peut l'évaluer, ce taux hormonal. On peut évaluer aussi l'hormone de la tendresse. L'hormone de la tendresse, c'est l'ocytocine. Donc, il suffit simplement d'observer le taux d'ocytocine présent dans le corps pour voir si la personne éprouve de la tendresse ou pas du tout. Donc, ils se sont vraiment basés sur la science, c'est-à-dire sur le taux d'hormones pour pouvoir voir à quel moment, en fonction de critères subjectifs, comment coller, on va dire, matcher les critères objectifs. Donc, c'est parti de là.
Donc la psychologie positive, pardon, elle est arrivée en France beaucoup plus tard. C'est-à-dire que nous, on sait, on a toujours un cran de retard, hein, un petit peu, par rapport aux nouvelles façons de penser. Elle est arrivée en France en 2007. Donc vous imaginez, il a quasiment fallu 10 ans avant qu'on commence à parler de psychologie positive en France. Et c'est à partir de 2008 qu'il y a eu les premiers livres qui sont sortis, avec Jean Cocteau, avec aussi le psychiatre, vous en avez sûrement entendu parler, David Servan-Schreiber. Vous avez peut-être plus particulièrement entendu parler de sa cousine, Florence Servan-Schreiber, qui a écrit un livre, alors là vous allez le voir à l'envers, évidemment, mais qui s'appelle 3 kiffs par jour. Tout le monde va bien? 3 kiffs par jour, c'est aussi un très très bon livre en psychologie positive qui est justement à focaliser sur ce qui fonctionne dans sa vie plutôt que sur ce qui ne fonctionne pas. Donc, par rapport à toutes ces révélations qui ont été faites, toutes ces études qui ont été faites en psychologie positive, on valide surtout le fait que les personnes les plus heureuses sont celles qui allient le plaisir et le sens. À partir du moment que dans une activité, vous avez et du plaisir et du sens, vous allez être plus heureuse. Donc ça, c'est déjà intéressant. C'est-à-dire que, imaginons par exemple, vous avez un job alimentaire. Ça a un sens pour vous, parce que ça vous permet de payer vos factures à la fin du mois. Par contre, vous n'avez pas de plaisir à faire ce job, parce que ça reste un job alimentaire, donc vous n'avez pas de plaisir. Donc automatiquement, vous n'allez pas vous sentir spécialement heureux. Derrière, il y a d'autres activités qui vont nous donner du plaisir, on va dire, mais qui n'ont pas forcément de sens pour nous. Donc automatiquement, c'est pareil. Notre niveau de bonheur, il ne va pas être, on va dire, à son maximum. Donc c'est important, et ça vraiment, retenez-le bien, sur chaque action que vous placez au cours d'une journée, sur chaque décision que vous prenez, posez-vous la question, est-ce que ça a du sens pour moi? Deuxième question, est-ce que ça me fait plaisir de faire ça? Si vous arrivez à allier le sens et le plaisir, vous allez augmenter automatiquement votre bonheur. Et moi, c'est des questions que je me pose régulièrement. Quand j'ai une décision importante à prendre, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, je me pose cette question, je me dis, d'accord, alors, si je prends cette décision, est-ce que ça a du sens pour moi? Alors, souvent, on va me dire, oui, mais c'est quoi le sens? Le sens, c'est souvent faire des choix qui sont en accord avec nos propres valeurs. On a tous des valeurs, donc des valeurs qui ont été transmises par notre éducation, des valeurs qu'on a développées aussi nous-mêmes en tant qu'individus. Donc il faut que ce soit, quand ça a du sens, c'est que c'est dans la direction, on va dire, de nos valeurs. Donc réfléchissez aussi un petit peu quelles sont nos valeurs à l'heure actuelle. Est-ce que je pose des actions dans le sens de ces valeurs? Si pour vous, la justice est une valeur importante, si vous posez des actions qui ne vous semblent pas justes, vous n'allez pas vous sentir heureux. Donc, toujours allier le sens et le plaisir. Est-ce que tout est bon pour vous pour le moment? Parce que j'ai une fâcheuse tendance aussi à beaucoup parler, donc il ne faut vraiment pas hésiter à m'interrompre si vous avez besoin d'éclaircissement sur quoi que ce soit. Parce que je me ferai un plaisir, j'ai envie que ce soit interactif aussi, hein. J'ai pas envie de jouer la maîtresse qui répond aux élèves, donc c'est clair. Impec. C'est clair. Après, moi je dis qui me dit mot consent, hein. Donc ça c'était le premier point, c'est vraiment toujours allier le plaisir et le sens. Ensuite, la psychologie positive, je vous l'ai dit, elle s'est intéressée à l'individu, elle s'est intéressée au groupe, elle s'est intéressée aux institutions. Et puis, par rapport à ces trois sphères, on va dire, elle a développé différents objectifs. Comme par exemple, les émotions positives. Comment développer des émotions positives au sein d'un groupe, au sein d'une institution et chez nous-mêmes. Parce que développer des émotions positives, automatiquement, ça nous rend bien. Alors, qu'est-ce qu'on entend par émotion positive? Ça peut être de la tendresse, ça peut être de l'émerveillement, ça peut être la joie de vivre. Il y a beaucoup d'émotions positives. Donc, ils se sont intéressés à ça. Comment développer des émotions positives? Ensuite, comment développer son optimisme? Et ça, je vais revenir là-dessus, sur l'optimisme, parce que c'est une partie qui, pour moi, est relativement importante. Et je vous expliquerai après pourquoi. Et c'est surtout parce qu'il fallait bien commencer par un point, il fallait bien que je vous amène des outils dans l'un de ces domaines, donc on parlera beaucoup d'optimisme. Comment développer l'optimisme?
comment avoir des relations de couple sereines, des relations de couple finalement qui nous apportent quelque chose, qui nous nourrissent. Comment donner du sens à sa vie aussi, parce que c'est pas toujours évident de trouver du sens, on ne sait pas par où commencer, en fonction des différentes sphères dans lesquelles on évolue. Et aussi, ils ont étudié le flow. Alors, le flow, c'est ce qu'on appelle en français le flux. Et donc, ça aussi, on va revenir sur le flow, parce que c'est cette énergie qui va avoir en nous et qui va nous rendre productifs. Donc, il faut savoir que toutes les personnes qui se sont intéressées de près ou de loin à la psychologie positive sont plus heureuses. Ça a été prouvé. Donc, je vous incite fortement à vous intéresser de près ou de loin à la psychologie positive, parce que ça va vous faire du bien. Donc, passons aux choses sérieuses maintenant. Souvent on me dit, Marina, moi je pense que je serai heureux quand j'aurai ça. Alors je serai heureux quand j'aurai plus d'argent. Je serai heureux quand j'aurai une jolie maison. Je serai heureux quand j'aurai trouvé quelqu'un avec qui faire ma vie. Je serai heureux quand. Eh bien vous avez tort. C'est-à-dire que si vous-même vous dites ça, dites-vous que vous avez tort. Pourquoi? Parce qu'il a été prouvé qu'en fait, par rapport à notre potentiel bonheur, il y a 50% qui est déterminé par la génétique. C'est-à-dire que déjà, on est prédisposé à être heureux ou pas à la naissance. Et ça représente 50% de notre capacité au bonheur. Ensuite, on a 40% qui dépend de nous-mêmes, de nos choix. Donc comme je vous dis, par exemple, le fait de donner du sens à sa vie ou le fait de se faire plaisir. Et on a seulement 10% qui dépend de notre environnement. Vous imaginez juste 10%. C'est-à-dire qu'ils ont fait de nombreuses études, par exemple dans des pays nordiques où il y a de l'argent. Il y a un PIB qui est élevé. Et ils les ont comparés à des pays, par exemple, qui sont en voie de développement, donc qui ont un PIB moins élevé. Les gens ont des conditions, vivent dans des conditions de vie qui sont, on va dire, moins propices, a priori, au bonheur. Et finalement, on s'est rendu compte que l'environnement n'avait quasiment aucune incidence. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient très heureux, alors que peut-être qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, qui vivaient dans des petites maisons, qui avaient un environnement qui pouvait être parfois instable, et que dans les pays nordiques, où il y avait plus d'argent, il y avait des gens qui étaient malheureux. Et vous le connaissez, vous le savez, je suis sûre que vous avez déjà rencontré des personnes, par exemple, qui ont beaucoup d'argent, et ce n'est pas pour autant que ces personnes-là sont plus heureuses. Donc c'est vraiment important de se dire, ok, finalement, notre capacité au bonheur ne dépend pas de notre environnement. C'est pas quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. C'est pas quand j'aurai une jolie maison, je serai heureux. C'est pas quand j'aurai trouvé un chéri ou une chérie, je serai plus heureux. Ça ne dépend que de moi. Le bonheur, il est en moi. Donc, le bonheur, en gros, c'est ça. Gardez bien à l'esprit que vous avez une incidence sur ces 40%, et que ces 40% vraiment ne dépendent que de vous, dépendent des choix que vous allez faire, des actions que vous allez poser et du regard que vous allez avoir sur la vie. Et donc, la psychologie positive s'intéresse à ces 40%, justement, pour qu'on puisse travailler, j'ai envie de dire, dans ce sens-là. Donc, prenez un stylo, prenez une feuille et notez de suite les différents facteurs du bonheur. Parce que ça, c'est très important et justement, on va en développer quelques-uns. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc la plaisir. On va commencer par le plaisir. Alors, le plaisir, c'est la vie agréable. On sait par exemple, le plaisir, ça va être manger. Par exemple, l'un de mes plaisirs, ça va être manger un cône glacé. J'aime ça. Si je ne mange pas de cône glacé pendant 6, 7 mois, 8 mois, quand je vais manger un cône glacé, je vais le trouver délicieux. On est d'accord? Je vais me dire, ça me fait plaisir d'en manger un. Si je mange des cônes glacés pendant 3 semaines d'affilée, le dernier cône glacé n'aura pas la même saveur que le premier. On est bien d'accord avec ça. Donc, dans cette notion de plaisir, on entend par là vraiment, c'est du plaisir qui est subjectif, qui est temporaire. C'est-à-dire que c'est important de se faire plaisir, mais lorsqu'on répète l'action, et ben, au bout d'un moment, on n'aura plus cette sensation de plaisir. Donc, souvent on se dit, ah, je fais ça parce que ça me fait plaisir. Oui, mais si je le fais trop, à un moment donné, je n'ai plus la même sensation de départ. L'être humain a une capacité d'adaptation qui est immense. On s'adapte tous aux
aux choses. Vous pouvez le voir, dès que vous commencez par exemple un nouveau travail, au début vous avez un challenge, donc vous prenez le challenge, vous le faites, ça habite pour vous, vous prenez du plaisir, et puis à partir du moment où vous maîtrisez vraiment, la notion de plaisir elle diminue un petit peu. Et bien tout simplement parce qu'on a besoin de nouveautés, on a besoin de se renouveler constamment. Donc s'il y a quelque chose qui vous fait plaisir à l'heure actuelle, c'est bien, c'est super. Par contre, dites-vous bien que ce n'est pas quelque chose de définitif. Si vous voulez entretenir ce plaisir-là, il va falloir le renouveler. Il va falloir avoir de nouvelles idées. Il va falloir changer des choses. On peut prendre l'exemple dans le couple, par exemple. Quand on le voit bien, il y a des couples qui s'essoufflent au bout d'un certain temps. Pourquoi? Parce qu'ils ne se renouvellent pas. Alors au début, ils font des activités ensemble et ils sont très contents. Et ils éprouvent du plaisir. Et puis s'ils font toujours ces mêmes activités et qu'ils n'en font pas de nouvelles, et bien au bout d'un moment, ils s'essoufflent. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle l'habitude, le quotidien, la routine. Et c'est valable pour tout. Quand on relance en coaching certains couples, on les invite à amener de la nouveauté dans leur vie, à amener de la nouveauté dans leur couple, à être créatifs. Parce que c'est cette nouveauté qui va finalement redonner du piment, qui va un petit peu relancer la machine. Donc oui, c'est un travail, oui, c'est un effort d'amener de la nouveauté dans sa vie, mais quelque part, développer sa créativité, développer sa curiosité, oui, ça va développer aussi votre plaisir. Donc, si quelque chose vous intéresse à l'heure actuelle, je vous invite à vous montrer curieux, je vous invite à vous montrer créatif, parce que automatiquement, ça va développer votre propre plaisir. Et c'est important de développer cette dimension-là. Donc, la psychologie positive, entre autres, vous propose des exercices, par exemple, pour développer votre créativité, pour développer votre curiosité. Ah, attention à votre micro. Pourquoi? Parce que je l'écarte un petit peu, c'est possible, hein, comme je bouge. Marina, c'était tout à l'heure en fait. Ah, d'accord. D'accord, oui, c'est moi qui... Donc, la notion de plaisir. Ensuite, il y a la notion, donc ça c'est lié, cette notion d'apprentissage, développement de compétences. C'est ce qu'on appelle la vie engagée. Donc le plaisir, c'était la vie agréable. Maintenant, développer des compétences, c'est ce qu'on appelle la vie engagée. L'engagement, finalement, s'engager dans une activité, c'est quelque part évoluer. C'est créer une évolution de soi. Et on en a besoin. Toujours par rapport à cette notion d'adaptation. On s'adapte. Et pour se sentir évoluer, pour développer des sentiments comme la confiance en soi, comme l'estime de soi, on a besoin d'apprendre, on a besoin de se renouveler. Des études ont montré que les gens qui faisaient la même tâche toute leur vie, par exemple, la même tâche professionnelle toute leur vie, même s'ils avaient par exemple une sécurité financière, ils n'étaient pas forcément plus heureux que des gens qui changeaient de tâche, qui apprenaient, qui se renouvelaient, qui s'engageaient dans de nouveaux projets, même s'ils gagnaient moins d'argent. Pourquoi? Parce qu'on s'habitue et au bout d'un moment, on se lasse. Donc, la notion vraiment de vie engagée est quelque chose d'important. On a besoin d'apprendre, on a besoin de se renouveler. Donc, à travers votre activité professionnelle, par exemple, demandez-vous, est-ce que je vis ça comme un engagement? Est-ce que cela me permet d'apprendre de nouvelles choses? Est-ce que cela me permet d'évoluer, de me dépasser? C'est important. On a tous besoin de cette notion-là. Ensuite, troisième facteur de bonheur, le fameux flow. Donc le flux, je vous en ai parlé. Le flux, c'est l'intention que vous allez mettre finalement dans les actions que vous posez. Si on vous demande de poser une action, mais que ça n'a pas vraiment de sens pour vous, vous n'allez pas être dans le flux. Vous allez peut-être la faire. Imaginons que votre patron vous demande de faire quelque chose, vous allez mettre en place cette action, mais si ça ne résonne pas en vous, vous n'allez pas vous sentir spécialement heureux de mettre en place cette action. Si cette action a un but intrinsèque, c'est-à-dire que cette action a du sens pour vous, vous vous engagez à fond dans cette action, vous allez développer votre bonheur. Il suffit de voir les gens qui s'engagent par exemple bénévolement pour des causes qui leur tiennent à cœur. Ces gens-là sont en règle générale plus heureux. Pourquoi? Parce qu'ils s'engagent à fond dans quelque chose qui a du sens pour eux. Donc c'est important que vous soyez engagé dans une activité. Alors là, moi je vous parle du domaine professionnel,
mais ça peut être votre engagement au sein du couple, ça peut être votre engagement avec vos amis, ça peut être votre engagement avec les gens que vous côtoyez, ça peut être vraiment l'engagement dans toutes les sphères de votre vie. Ensuite, il faut que vous ayez un équilibre entre les défis et les compétences. Je m'explique. Si vous avez des compétences, mais vous vous mettez un défi qui est trop élevé, automatiquement, ça va entraîner des frustrations parce que vous aurez l'impression de ne pas pouvoir gérer ce défi trop élevé. Donc, vous n'allez pas vous sentir spécialement bien. Deuxième exemple, vous avez des compétences et vous prenez un défi finalement qui n'est pas suffisamment élevé. Ça va créer quoi à votre avis? Ça va créer de l'ennui. Bah oui, parce que vous maîtrisez la tâche parfaitement. Donc, il faut toujours trouver un juste équilibre entre le défi et les compétences. Et là, vous serez dans le flow. Là, vous serez dans le flux. Dans mon activité, par exemple, je vous parle de moi, parce qu'au moins, je vous donne des exemples concrets. Il y a certains domaines que je maîtrise bien, comme le domaine de la confiance en soi. Donc, par rapport à ça, je vais organiser, on va dire, j'ai déjà organisé des ateliers. Donc, les ateliers, bah, pour moi, finalement, il y avait un défi. Et puis après, je me suis mise à maîtriser les ateliers. Donc, je pouvais tomber peut-être dans l'ennui. Mais quelque part, mon défi, bah, je l'augmentais à chaque fois. C'est-à-dire que j'essayais de faire passer de nouvelles choses aux gens. J'essayais de leur transmettre de nouveaux outils. J'essayais de leur transmettre de nouvelles manières d'apprendre ces choses-là, d'intégrer ces choses-là. Donc, je me mettais mes propres défis à moi pour ni tomber dans l'ennui, ni tomber dans la frustration parce que les défis allaient être trop élevés. Donc c'est important pour rester dans le flow de trouver un équilibre entre finalement vos compétences et les défis que vous allez mettre en place. Ensuite, toujours pour ce fameux flow, il y a la notion de concentration. Est-ce que vous avez remarqué que quand vous aimez faire une tâche, que vous êtes concentré sur cette tâche, et bien d'un coup, le temps disparaît. C'est-à-dire que vous pouvez passer des heures sur cette tâche sans vous en rendre compte. Moi, par exemple, quand je me mets, j'aime beaucoup jouer du piano, et quand je me mets sur un piano et que je commence à jouer, par exemple, je vais apprendre un nouveau morceau, donc je suis dans le défi, j'ai des compétences, mais bon, pas suffisamment élevées, je ne suis pas une grande pianiste, donc j'ai des compétences, je prends un morceau que je suis capable de jouer, mais qui m'offre un défi, donc je suis déjà dans le flow, parce que j'ai un petit challenge, je m'engage, c'est moi qui décide de jouer au piano, donc c'est une action engagée de ma part. À partir de ce moment-là, je suis concentrée et effectivement, le temps s'arrête et il n'y a plus rien qui compte. C'est-à-dire que le téléphone peut bien sonner, j'ai pas envie de répondre, les gens peuvent bien parler autour de moi, bah, j'entends pas ce qu'ils disent. Donc cette notion de concentration, prenez des exemples simples, remémorez-vous un petit peu, vous, qu'est-ce que vous mettez en place dans votre vie pour voir à quel moment je me sens concentrée comme ça, à quel moment je suis dans le flow en fait. D'ailleurs, je suis un petit peu curieuse. Est-ce qu'il y a des actions que vous posez où vous vous sentez complètement dans le flow? Le temps disparaît, plus rien ne compte, vous vous sentez engagé à fond. Est-ce qu'il y a des actions comme ça que vous vivez au quotidien? Je vous regarde, hein. J'attends vos réponses. Parce que ça contribue à votre bonheur. On se sent bien quand on met en place des actions comme ça. Non? Ou alors vous voulez peut-être le garder pour vous. Marina, tu as une réponse de Gaël. Ah! Quand je suis en intervention dans les collèges sur des thèmes différents. Et bien sûrement, à partir de ce moment-là, tu dois te sentir dans le flow et tu dois sentir justement que quelque part tu développes ton potentiel bonheur. Parce que ça fait partie des éléments qui développent notre potentiel bonheur. Donc il y en a une qui te dit oui quand elle est dans sa cuisine. Dans sa cuisine? Ah, c'est bien ça aussi. Et ça pareil, donc justement quand tu te sens dans ta cuisine, tu dois, si tu réfléchis maintenant avec du recul, tu vas dire ah ouais, c'est un moment où je me sens bien finalement. C'est un moment qui compte, qui contribue à mon propre bonheur. Parce qu'après c'est important de prendre conscience aussi de tout ça. Je vous amène d'autres éléments sur le flow, c'est vrai que je suis en train d'écrire, je prendrai au passage. Il y a aussi la notion
pour être dans le flot de contrôle du projet. C'est-à-dire, ce projet ne dépend que de moi. Moi, quand je joue du piano, finalement, le résultat ne va dépendre que de moi. Il ne va pas dépendre de Pierre-Paul Jacques, il ne dépend que de moi. Et enfin, la notion de feedback. Imaginez par exemple un maçon qui travaille dans le bâtiment, s'il construit une maison et qu'au fur et à mesure la maison s'écroule, il ne va pas être très content, forcément, il ne va pas se sentir heureux. S'il peut voir sa maison progresser, avancer, tac, 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 grandir, 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 et ben oui, il a cette notion de feedback parce qu'il voit que finalement son travail porte ses fruits. Donc automatiquement, ça va contribuer à développer son bonheur. Quand je vois que j'arrive à progresser sur un morceau de piano, ben oui, j'ai un feedback, donc je vois que finalement ça fonctionne, ça contribue à m'apporter du bonheur. Quand je suis dans mon activité professionnelle, que je transmets certains outils aux gens et que je vois que les gens sont réceptifs, je vois que les gens percutent, que les gens reviennent me voir des fois après en me disant Marina, c'est top parce que tu vois, à un moment donné, tu m'as apporté ça et ça a changé ça dans ma vie et je me sens beaucoup mieux. C'est un feedback et à ce moment-là, hop, ça me développe un sentiment de bonheur qui me fait dire oui, voilà, ça c'est bon, là je me sens heureuse, je me sens bien là où je suis. Donc ça, c'est le flow. Tout est bon pour tout le monde sur le flow. Romy, tu as peut-être des questions sur le flow? Le flow, ça me fait penser en fait à l'état de génie en neurosémantique. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de comment est-ce qu'on crée cet état de flow? Tu as donné quelques éléments, il y a à la fois l'engagement, les compétences. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus de cet outil qu'on utilise en neurosem? Alors après, il peut y avoir différentes façons de l'utiliser, cet outil-là. Moi, ce que j'aime bien justement en neurosémantique, par exemple, c'est, ok, on prend un objectif, je reprends mon exemple du piano, je décide de jouer du piano. Ok, comment est-ce que j'ai envie de me sentir quand je joue du piano? Donc, bah, j'ai envie de me sentir concentrée, j'ai envie de me sentir investie, j'ai envie de me sentir passionnée. Je vous donne des exemples comme ça. Hein. Et on va se poser la question, ok, dans quel autre domaine j'ai déjà ressenti ça? Dans quelle autre activité j'ai déjà ressenti ça? Donc la personne finalement se replonge. Peut-être que j'ai ressenti cet état de concentration quand je mets en place mes ateliers. Donc je ferme simplement les yeux et je me visualise en train de préparer mes ateliers avec cet état de concentration, avec cet état de passion, avec cet état que je recherche pour jouer du piano par exemple. Et vraiment je me laisse porter par ça. Je visualise et je ressens dans tout mon corps ce que ça crée quand je suis dans cet état-là. Et ensuite, je transpose simplement dans ma situation le moment où je joue du piano pour pouvoir retrouver cet état-là. Des fois, on parle aussi d'ancrage, que ce soit en PNL ou même en neurosémantique, on fait aussi des ancrages. Mais c'est vraiment, ok, pour vous, ça représente quoi? Quand vous êtes dans cet état-là, vous agissez comment? Il faut visualiser. Le cerveau humain ne conçoit pas ce qu'il n'a pas imaginé auparavant, automatiquement. On est obligé d'avoir imaginé les choses dans notre tête pour pouvoir les mettre en place. On ne peut pas faire un comportement qu'on n'a jamais imaginé dans sa tête. Donc, c'est important de visualiser. Si vous voulez vous sentir, par exemple, concentré dans une activité, il faut que vous ayez visualisé la concentration. Comment est-ce que vous allez agir quand vous êtes concentré? À quoi vous pensez quand vous êtes concentré? Comment vous parlez quand vous êtes concentré? Comment vous agissez quand vous êtes concentré? Il faut visualiser tout ça. Est-ce que je réponds à ta question, Romy? Parfaitement. D'accord. Visualisation très très importante. Ensuite, après le flow, parce qu'on pourrait en dire, moi le but c'est vraiment de vous apporter un maximum d'éléments pour que vous puissiez dégrossir et comprendre ce que la psychologie positive. Après, bien évidemment, on pourrait rester des heures sur chacun de ces éléments pour les développer, pour travailler ensemble dessus. Là, on reste sur une conférence qui reste généraliste, donc je parcours un petit peu tout. Donc, autre facteur en psychologie positive, donc c'est les relations interpersonnelles. Autre facteur qui joue sur le bonheur. Les gens qui sont entourés sont plus heureux que les gens qui sont seuls. On a besoin des gens, on a besoin d'être entouré, c'est un besoin physiologique. C'est comme ça. C'est-à-dire que si vous
quelqu'un qui reste seul sur son île déserte, c'est quelqu'un qui ne sera jamais heureux, quoi qu'il puisse dire. On a besoin d'échanger avec les gens, on a besoin de contact aussi humain, c'est très important. Je l'ai beaucoup travaillé ça par exemple en coaching séduction, le contact avec la peau des gens, ce qui se passe sur le plan hormonal, sur le plan physiologique, quand on touche les gens, on a besoin de ce contact-là. Donc la psychologie positive étudie beaucoup les relations interpersonnelles, justement, parce que c'est un facteur du bonheur. Avoir de bonnes relations avec son entourage, s'entourer de gens aussi qui nous correspondent, c'est un facteur de bonheur. On ne pourra jamais être pleinement heureux si on reste tout seul dans son coin. Alors, on a le droit d'avoir un tempérament un petit peu solitaire. Moi, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui aime être entouré de beaucoup de personnes. Je suis quelqu'un d'un petit peu solitaire qui a besoin de se retrouver, qui a besoin d'être seul. Par contre, j'ai besoin d'avoir des rapports vrais avec des gens. Donc, on n'est pas obligé d'être entouré de 10 000 personnes, mais avoir des personnes avec qui on est proche, avec qui on peut échanger des discussions profondes, avec qui on peut parler vraiment de soi, avec qui on peut parler de ses émotions, c'est important. Donc savoir vraiment construire des relations saines, des échanges sains avec les gens et des échanges profonds, c'est important, c'est un facteur bonheur. Et dernière chose, c'est exploiter ses forces de caractère. Alors, je sais pas, Romy par exemple, est-ce que tu as déjà entendu parler de tes forces de caractère? Alors, c'est vrai que c'est un mot qui est connoté parfois négativement. Quand on dit quelqu'un qui a un fort caractère, c'est pas forcément quelqu'un d'agréable. Maintenant, je suis curieux de savoir justement ce que toi tu entends par fort caractère. Alors, c'est pas fort caractère, c'est les forces de caractère. Très En bien. fait, Alors, qu'est-ce qu'une force de caractère? alors les forces Quelles de sont les caractère, forces de en fait, caractère? Je suis tout oui. justement, les chercheurs en psychologie positive, ils ont fait des études sur, finalement, quelles étaient les forces de caractère, quel caractère avaient les gens qui sont heureux. Mhm. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce que c'est de l'empathie? Est-ce que c'est du courage? Est-ce que c'est... Ils ont étudié simplement, voilà, voir quel est le caractère des gens qui sont heureux. Et en fait, ils en ont ressorti 24 forces de caractère. Ces 24 forces de caractère, on les a tous. Sauf qu'on en a qui dominent plus que d'autres. Donc, il est important de connaître quelles sont les forces de caractère qui dominent chez chacun de nous pour pouvoir les exploiter au mieux. Il y a un petit test à faire pour ça. Alors, je vous mets le lien de suite, parce que ça, c'est un test que vous pourrez faire, par exemple, après la conférence. Hop, parce qu'il y a 150 questions, donc si on le fait maintenant, on n'a pas fini. Alors, mais c'est hyper intéressant. Hop, voilà. Vous allez sur le site www.vianney.org. Alors, vous allez voir, c'est un site qui est en anglais. Sauf que quand vous allez cliquer sur le test est en français. Donc, pas de souci avec ça. Vous allez faire le petit test. Donc, c'est un QCM. Et c'est un test scientifique. Hein. Et à l'issue de ce test, vous allez avoir un classement de ces 24 forces de caractère, mais selon vous, avec 5 qui vont dominer. Par exemple, moi, dans mes forces de caractère, j'ai le challenge, j'ai la créativité, j'ai la justice, j'ai l'optimisme, et je ne sais plus quelle est la dernière. Donc, on va dire, par exemple, sur les 4 premières que je vous ai citées, ces 4 forces de caractère qui sont les plus développées chez moi, si je mets en avant ces forces de caractère-là, je vais me sentir plus heureuse, plus épanouie. Donc, l'objectif, c'est de savoir, ok, comment, dans tes activités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, tu peux mettre en avant ces forces de caractère-là, parce que tu sais qu'en le faisant, tu vas te sentir plus heureuse. Donc, comment je peux être plus créative? Comment je peux on va dire, exploiter ma créativité? Comment, donc j'ai le courage aussi, le challenge, comment je peux mettre du challenge, parce que depuis longtemps qu'il y a besoin de challenge, ça fait partie de ma force de caractère, donc comment je peux mettre du challenge? L'optimisme, comment puis-je développer mon optimisme, parce que faire preuve d'optimisme, c'est l'une de mes forces de caractère, et ça va me rendre plus heureuse. Donc, agir en fonction de ces forces de caractère vous amène vers plus de bonheur. Concrètement, moi par exemple, dans mon activité, je vous en parlerai d'ailleurs à la fin de cette visioconférence.
j'ai exploité ma créativité dans le coaching, je me suis mis du challenge, j'ai mis une touche d'optimisme. Voilà, j'ai fait en sorte finalement, dans toutes les actions que je pose, de mettre mes forces de caractère et effectivement, je me sens épanouie et je me sens heureuse, pleine de bonheur dans ce que je fais. Donc je vous invite vraiment vivement à faire ce test sur vos forces de caractère pour que vous puissiez faire le point et voir comment les exploiter dans vos activités quotidiennes. Donc, pour reprendre, les facteurs du bonheur en psychologie positive, on a dit la notion de plaisir, mais la notion de plaisir qui va être ponctuelle, qui va être spontanée, parce qu'il va falloir la renouveler, comme je vous l'ai dit, le fait de manger une glace, comme le fait de faire peut-être une activité qui vous fait plaisir, réussir à la programmer de temps en temps, le fait de se renouveler, le fait d'apprendre aussi dans ce qu'on fait, d'apprendre dans sa vie perso, dans sa vie pro, c'est quelque chose qui va contribuer à notre propre bonheur. Le fait d'être dans cet état de flow, c'est-à-dire d'être engagé, de faire une activité qui a du sens pour nous, c'est important. Alors, je ne veux pas que vous imaginiez à chaque fois qu'on parle que du professionnel parce que c'est faux. Le flow, par exemple, ça peut être très bien dans les relations personnelles, dans la vie de couple. Il y a des gens pour qui le sens de la vie, c'est le couple, c'est le fait de vivre cette notion d'amour, cette notion de partage. Et dans ce cas-là, si vous êtes engagé là-dedans, ben c'est, voilà, vivez le flow là-dedans, créez de la nouveauté là-dedans, renouvelez-vous là-dedans, créez du flow dans le couple, c'est tout à fait possible. Ensuite, les relations interpersonnelles, ça on l'a dit, la richesse de nos relations, de nos contacts, de nos échanges, c'est hyper important. Et nos forces de caractère à exploiter. Absolument. Tout est bon, Romy? Ok. Parfait. Ensuite, je vous l'ai dit, je voulais vous parler un petit peu plus de l'optimisme. Parce que je pense que c'est quelque chose dont on manque beaucoup à l'heure actuelle. On dit souvent le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Et c'est très vrai. C'est comme si, en tant qu'être humain, on avait été conditionné pour être pessimiste de nature. Déjà à la base, on a tendance à être pessimiste. Exemple simple, vous allez peut-être vivre des moments agréables dans votre journée, des moments finalement qui pourraient développer votre optimisme, et il suffit que vous ayez une difficulté, un pépin, pour que ce soit uniquement ce qu'on retienne de notre journée. On va, oh là là, mon Dieu, j'ai vraiment passé une journée de merde, il s'est passé ça. Alors que finalement, il y a eu plein d'autres choses qui étaient positives, mais on les voit plus. On les voit pas. Non, on a cette tendance à regarder finalement toujours ce qui nous dérange. Donc, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté, ça c'est déjà une réalité. Donc, développer l'optimisme. Pourquoi c'est important? Moi j'ai envie de vous poser la question. Par exemple, pourquoi c'est important de développer l'optimisme? Écoute, je veux juste réagir par rapport à... J'ai souri parce qu'il y a une personne dans l'assemblée qui m'a envoyé un message prévu en disant c'est tout à fait exact ce que tu dis par rapport à... Écoute, pour moi l'optimisme est vraiment important parce que il y a deux raisons principales. Pour moi l'optimisme en fait, elle porte en elle le germe de la foi. C'est-à-dire que pour moi sans optimisme je fais plus rien. Donc voilà, j'ai besoin de... Pour moi, l'optimisme, en fait, c'est d'imaginer une issue positive à tout ce qui arrive. Et ça me pousse en avant. Parce que si je me dis qu'il n'y a pas de... Il y a pas d'issue, à ce moment-là, je baisse les bras, je fais plus rien. Donc pour moi, l'optimisme me permet d'avancer. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ça... Voilà. Ça me met en action, mais en plus, ce que ça génère aussi, c'est de l'enthousiasme. Ça génère l'enthousiasme, ça génère pas mal d'énergie positive finalement qui inspire aussi les autres à faire de même. Tout à fait. Voilà. Tout Donc à fait. voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Exactement, exactement. Bah, en fait, si vous voulez, pareil, c'est toujours des études scientifiques qui ont prouvé ça, c'est-à-dire que tout est une question de focalisation. Si on fait le point, on se rend compte qu'on a plus d'événements positifs dans une journée que d'événements négatifs. C'est tout simplement le regard qu'on va porter là-dessus. Comme je vous disais, on a tendance à regarder toujours ce qui ne va pas. C'est une vérité. On a tendance à regarder ce qui ne va pas. Et puis, c'est même, j'ai envie de dire, c'est un conditionnement de société qui fait ça. Il suffit que vous allumiez votre télévision, vous mettez les informations, ce qu'on vous montre, c'est ce qui ne va pas.
c'est pas forcément ce qui va. Alors que le monde n'est pas fait non plus que de nourriture, c'est-à-dire qu'il y a plein de jolies choses qu'on pourrait nous montrer et c'est pas forcément ces choses-là qu'on voit. Donc on est quand même conditionné pour toujours voir ce qui ne va pas. Donc l'optimisme, c'est déjà effectivement une source d'espoir. C'est-à-dire que on a le choix d'être optimiste ou d'être pessimiste. Et si on fait le choix d'être pessimiste, on a envie de baisser les bras. On fait beaucoup moins de choses. On n'a pas d'énergie. Le matin, on n'a pas envie de se lever. Dès qu'on nous propose de nouveaux challenges, on n'a pas envie de les relever parce qu'on est pessimiste et qu'on dit que de toute façon, on ne va pas y arriver. On va être incapable de saisir les opportunités aussi. Donc c'est déjà une vision de vie au sens général. Maintenant, la scientifique que je suis va vous parler en termes scientifiques. Parce que pour moi, ça a été à l'époque une véritable révélation d'apprendre cette chose toute simple. Il faut savoir que le cerveau humain a une capacité énorme, vous le savez, une capacité énorme pour traiter l'information. Mais cette information, cette capacité, pardon, elle n'est pas non plus infinie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter toutes les informations qui sont autour de nous. Donc on va la sélectionner, cette information. Et cette sélection, elle est inconsciente. On ne décide pas de sélectionner, par exemple, je sais pas, la petite fille qui est en train de courir en rigolant, de la voir ou de voir plutôt l'homme qui a l'air un petit peu pervers sur le côté de la route. C'est vraiment inconscient. Notre regard se dirige inconsciemment et sélectionne l'information. Mais qu'est-ce qui fait cette sélection? Parce que cette sélection n'est pas non plus le fruit du hasard. Faut pas exagérer. Hein. Pourquoi il y a des gens qui voient que des événements positifs et d'autres qui voient que des événements négatifs? C'est tout simplement ce qui se passe dans notre tête. C'est tout simplement le fruit de nos croyances, de ce en quoi on croit. C'est-à-dire que si je crois que je vais passer une journée difficile et pénible, mon attention va sélectionner l'information dans ce sens-là. Je vais avoir tendance à voir tout ce qui me prouve que la journée est difficile et pénible. Le cerveau, vous savez, c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il sélectionne, il répond à certains ordres. Donc, que ce soit bon pour lui ou pas bon, ça, il n'analyse pas. Par contre, il va diriger son attention en fonction de ce qui se passe là-dedans. Donc les gens pessimistes vont avoir l'impression, effectivement, qu'ils ont moult raisons d'être pessimistes. Mais pourquoi? Parce qu'ils se créent ces raisons-là. Parce que finalement, ils orientent leur attention dans le sens des événements pessimistes. Ils vont sélectionner l'information dans ce sens-là. Exemple, j'en ai plein d'exemples simples à vous proposer. Imaginons par exemple que demain vous décidiez d'acheter une voiture. Alors vous vous posez la question, vous vous dites, bon, quel type de voiture je vais acheter? Tiens, je vais acheter une petite voiture. Après vous allez réfléchir à la marque. Donc vous allez vous dire, tiens, imaginons par exemple, je vais prendre une Twingo. J'ai une petite voiture, je vais prendre une Twingo. Quelle couleur la Twingo? Je vais prendre une Twingo rouge. À partir du moment où vous avez décidé dans votre tête d'aller acheter une Twingo rouge, vous allez vous mettre à remarquer toutes les Twingo rouges sur la route. Vous allez vous dire, tiens, une Twingo rouge, une Twingo rouge, une Twingo rouge. Il y a plein de Twingo rouges, mais jusqu'à présent, vous les aviez pas vues, ces Twingo rouges. Mais elles étaient bien là, elles ne sont pas apparues d'un coup. C'est juste que votre attention a été portée sur les Twingo rouges à partir du moment où vous avez décidé d'en acheter une. Les femmes enceintes aussi, pour les femmes qui nous suivent et qui ont déjà été enceintes, je suis sûre que lorsque vous étiez enceinte, vous vous êtes mis à voir tous les produits de bébé. Avoir les produits de bébé, avoir les autres femmes enceintes, à tomber sur les émissions à la télé sur la maternité, parce que votre attention est dirigée dans ce sens-là. Donc, être optimiste, oui, je dis oui. Pourquoi? Parce que être optimiste, ça va être se créer des opportunités. À partir du moment où vous ordonnez à votre cerveau de passer une bonne journée, et il n'y a pas de son. Je vois, pardon, je suis désolée, je m'interromps parce que je n'ai aucun son. Alors pour une personne, il n'y a pas de son, on va juste faire une petite aparté de même pas d'1 minute. Donc Rosie, comme vous n'avez pas de son, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aiguiller votre curseur de la souris en haut de l'écran. Donc au centre, et vous avez la possibilité de faire des tests audio. Donc faites-nous signe dès que vous aurez... Marina, je vais te laisser continuer la conférence. Rosie, faites-moi signe en privé dès que ça aura marché pour vous. Et si ça ne marche toujours pas, à ce moment-là, on essaiera une autre solution.
Ok, et donc il y a une personne qui vient juste dire, Marina, avant Oui. de faire la parenthèse, qui dit que c'est clair pour elle, ce que tu as dit, et qu'il y a une révélation pour elle. Ah Voilà. bah j'en suis ravie. Donc je vous J'en invite. suis bien contente. Parce que Donc, pour moi, c'était une grande révélation aussi. Ah oui, c'est hyper important en fait de faire le point sur le contenu de notre conscience. Quand je faisais mon travail en développement personnel, j'étais quelqu'un de très négatif. En fait, j'étais quelqu'un de très négatif et il m'arrivait, mais alors toutes les prouesses du monde. Mais vraiment, c'est-à-dire que s'il devait y avoir s'il devait y avoir une personne à rencontrer pas intéressante, s'il devait y avoir finalement un mauvais plan, c'était toujours pour moi. Et quand j'ai fait le point sur le contenu de de mon inconscient, en fait, je me dis, mais à quoi tu penses tout le temps? Je me suis rendu compte que je focalisais sans cesse mon attention sur le négatif, et que donc, du coup, je remarquais le négatif. Et à partir du moment où j'ai décidé de changer ça, et de me focaliser sur le positif, et de l'imaginer dans ma tête, parce que comme je vous l'ai dit, on ne peut pas concevoir quelque chose qu'on n'a pas imaginé auparavant. Donc, c'est important de se l'imaginer. Donc, à partir du moment où je me le suis imaginé, j'ai commencé à voir des choses différentes dans mon environnement. J'ai commencé à voir du positif. Donc, sélectionner l'information comme il se doit. Développer son optimisme, c'est regarder les opportunités, c'est réussir à les saisir, c'est rencontrer les bonnes personnes. Donc, il faut tout simplement apprendre à son cerveau à regarder le positif. Et pour regarder le positif, pour être optimiste, il y a plein de petits exercices qui vont vous permettre de développer ça, des exercices tout simples. Par exemple, ce soir, ce que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est que vous notiez tous les bons moments que vous avez eus dans la journée. Alors, souvent quand on dit tous les bons moments, on dit oh, attends, mais moi j'ai pas eu de moments fantastiques dans ma journée. Non, mais les bons moments, ça peut être des tout petits bons moments. Moi, je peux vous en citer plusieurs. Ce matin, je me suis levée, j'avais mon chéri à côté de moi dans le lit et j'ai trouvé que c'était un moment super. J'étais très contente de me réveiller à ses côtés, pardon. Ensuite, j'ai préparé ma visioconférence et pour maintenant. Et j'étais contente de préparer cette visioconférence parce que je savais qu'on avait passé un moment agréable, qu'on avait parlé de bonheur, c'était un bon sujet. Donc ça a été un moment agréable pour moi. Ensuite, à midi, on allait faire un repas. J'ai bien mangé, c'était excellent, c'était dans mon assiette, et c'était un bon moment. Donc vous voyez, c'est simplement à un moment donné, c'est réorienter, refocaliser son esprit dans la bonne direction. J'aimerais que ce soir vous notiez les bons moments que vous avez passés en journée. Ça peut être un coup de fil à un ami, ça peut être un câlin à son animal de compagnie, ça peut être le fait de décider de se cuisiner un bon repas, ça peut être le fait de boire un thé chaud devant la télévision, emmitouflé dans un gros pull. On a des bons moments, il faut simplement apprendre à les regarder. Il y a beaucoup trop de choses qu'on fait automatiquement, comme des robots au jour le jour, sans se poser la question est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on n'a pas envie, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas. Il faut reconscientiser tout ça. La pleine conscience, ça fait partie intégrante de la psychologie positive. J'aurais énormément de choses à vous dire, c'est terrible, mais... Marina, La pleine... Oui. ouais, j'aimerais proposer en fait, s'il y a des personnes qui veulent partager des moments, partageons le bonheur ensemble. Je Partageons le vous bonheur, ouvre le oui. micro. Donc là, il y a Eric Eric qui aimerait partager un moment agréable qu'il a passé aujourd'hui. Oui, j'aimerais que tout le monde partage son moment d'ailleurs. Alors, Eric, je t'ouvre le son. Eric, est-ce que tu nous Tu m'entends? reçois? Tout le Tu monde m'entends? t'entend. Oui, Oui, bienvenue. Ouais, merci beaucoup, bonsoir à tous. bonsoir. Écoute, bonsoir Marina, et Romy, merci pour cette dégustation de litchi cet après-midi dans ton jardin, c'est juste absolument exceptionnel. Pour Un moi petit aussi. clin d'œil au sud de la France où malheureusement les litchis ne sont pas près d'arriver. Parce qu'on a tout mangé cet après-midi, voilà. Petit partage, petit clin d'œil. Merci Eric. Est-ce est-ce que quelqu'un d'autre veut partager son moment de bonheur? Pour moi aussi, c'était un magnifique moment de bonheur. On était tous les trois avec une autre amie là, à manger des litchis. C'était vraiment un moment magnifique.
Ah, c'est génial. C'était un beau moment. Est-ce que d'autres souhaitent partager des moments qu'il a eu aujourd'hui? Un moment agréable de sa journée. Vous avez juste à me dire qui, comme ça j'ouvre le micro aux personnes qui souhaitent. Gaël, est-ce que tu veux partager un moment? Allez Gaël, un petit moment de bonheur. Gaël, tout le monde t'entend. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. J'entends la musique aussi. C'est ma fille qui regarde la télé. Ah bah si, en fait, alors j'ai le micro. Alors moi, mon moment de bonheur aujourd'hui, ça a été la fête de fin d'année à l'école de ma fille, en fait. Où ça a été un super grand moment de partage. Avec des parents qui ont emmené des gâteaux, des créations de tous les enfants de l'école, et c'était vraiment, vraiment un moment de bonheur en fait, un vrai moment de partage comme on en voit rarement. Voilà. Ah, c'est chouette. Merci Gaëlle. Merci Gaël. Qui d'autre veut prendre la parole? Catherine, Anne, Sandrine peut-être, Léa? Donc je vous invite à répondre dans la zone de chat. On veut savoir, on veut savoir. Alors je vais ouvrir le micro de Léa. Léa, libre à vous en fait d'exprimer ou pas. Allô? Léa? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, si, ouais, moment de bonheur, je dirais peut-être, je me suis pris un moment pour me poser, fumer une cigarette et dans un décor qui était assez agréable. Voilà, c'est mon plus grand moment de bonheur de la journée. Merci. Merci Léa. Je vais ouvrir le micro maintenant. Je vais passer la parole à... Allez, Anne. Anne, le micro est ouvert pour toi. Oui, alors moi, le moment de bonheur, c'était ce matin. Il y avait une grande feuille de papier qui était installée par terre sur le sol du lycée, dans la cour. Et on avait proposé aux élèves de peindre avec un handicap, en référence au Téléthon, parce que c'était une installation pour le Téléthon. Et c'était un vrai bonheur de les voir s'amuser comme des petits fous à peindre avec la bouche, avec les pieds, avec le pinceau sous le coude, etc. Voilà, mon moment de bonheur. Excellent. Merci Anne. Super, merci. Sandrine, j'ai envie de te passer la parole. Alors, libre à toi de la prendre ou pas. Ton micro est ouvert, Sandrine. Alors, je vais essayer. D'accord. Tu m'entends là? Tout le monde t'entend. Bienvenue. Bonjour. Il y a plus de 100 personnes qui t'entendent. Alors, oui, pour moi, mon grand moment de bonheur aujourd'hui, ça a été le soulagement de mes douleurs l'après-midi par mon kiné, un kiné extraordinaire. Et mon chien qui m'accueille en faisant des bons aussi haut qu'il peut quand j'arrive à la maison. Bon, ça c'est aujourd'hui, mais c'est tous les jours. Et chaque moment au téléphone ou en se voyant avec mon compagnon, chaque moment c'est un moment de bonheur. Enfin, il y en a plein d'autres. Ah, c'est chouette, c'est parfait. Merci Sandrine, merci beaucoup. Merci. Alors, moi, j'adore. Oui, quelqu'un d'autre, bien. Alors non. Quelqu'un d'autre souhaite partager? Est-ce que... Alors, je vais me permettre d'ouvrir le micro de Bernard. Libre à lui de prendre la parole ou pas. Bernard, votre micro est ouvert. Non, Bernard n'a pas envie de partager. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager?
faire chez vous tranquille, hein. Il n'y a pas de... Mais c'est quelque chose de très chouette à faire, c'est-à-dire on peut tenir un journal du bonheur où justement le soir on marque les moments de bonheur qu'on a eu dans la journée. Tout simplement pour apprendre à les regarder, pour apprendre à se focaliser dessus. Parce que je vous dis souvent on les laisse passer et ah merci Gaëlle. On les laisse passer. On n'en prend pas conscience et justement, on a besoin de se reconnecter à ça, on a besoin de reprendre conscience de tout ça. Donc on commence par tenir un petit journal du bonheur et vous écrivez chaque soir les bons moments que vous avez vécus. Exercice qui est très sympa à faire aussi en famille. Si le soir, avec votre conjoint, avec vos enfants, vous pouvez demander à chacun de partager ses moments de bonheur de la journée. Et vous allez voir, ça crée vraiment une espèce de dynamique positive, une énergie positive où chacun partage ses bons moments plutôt que d'être à table et de raconter ce qui n'a pas été, les choses pénibles, la collègue enquiquinante, le directeur qui est trop ci ou trop ça. Ben non, vous racontez ce qui vous a plu et vous allez vraiment automatiquement, on va dire, driver votre esprit, conduire votre esprit à regarder dans la bonne direction et à développer plus d'optimisme. Et c'est important de faire preuve de plus d'optimisme. Donc n'hésitez pas à marquer vos moments de bonheur pour développer ça. Décidez de passer une bonne journée, c'est important. Je vous l'ai dit, quand on se réveille le matin, si on se réveille en se disant « Oh là là, la journée elle va être longue et pénible », assurément elle va être longue et pénible. Il y a peu de chances que vous soyez surpris par des choses positives, surprenantes. Donc passer une bonne journée, ça se décide le matin. On peut décider de se concentrer sur le positif de sa journée. Décidez de vous concentrer sur le positif, développez votre optimisme. Et vous allez voir qu'en développant votre optimisme, vous allez adopter une autre attitude. Les gens qui sont optimistes se créent beaucoup plus d'opportunités que les gens qui sont pessimistes. Tout simplement parce qu'ils sont capables de voir ces opportunités. Tout simplement parce qu'ils vont développer une énergie à travers leur sourire, parce que les gens optimistes sourient bien sûr, à travers leur attitude, à travers l'énergie qu'ils vont dégager, ils vont attirer des gens à eux. Donc ils vont créer des relations interpersonnelles, les fameuses, et avec ces relations interpersonnelles, ces échanges, ils vont se sentir bien. Et en plus, ça amène toujours des opportunités d'échanger avec les gens. Donc il y a tout à gagner à développer son optimisme au quotidien, à se donner la peine, à avoir la volonté de développer l'optimisme parce que vous allez gagner sur tous les plans, automatiquement. Donc c'est vraiment le point que vous développez et je vous dis des exercices, il peut y en avoir des tas en fait, il peut y en avoir des tas. Celui-ci c'est un premier qui est tout simple. Un petit deuxième que j'ai envie de vous donner aussi, c'est plusieurs fois dans la journée, posez-vous la question, comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je fais cette action parce que je suis obligée de la faire? Est-ce que je la fais parce que c'est une habitude? Ou est-ce que je la fais parce que ça me fait plaisir? Alors évidemment, la meilleure réponse, c'est le plaisir, on est d'accord. Mais posez-vous ces questions. S'il y a des choses, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous faites par habitude et qu'en fait, bon, c'est ni une obligation, ni un plaisir, c'est juste une habitude, mais ça n'a pas vraiment de sens pour vous. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir enlever cette action-là. Il y a certaines choses que vous allez faire par obligation. Peut-être que dans ces obligations, vous allez pouvoir en mettre de côté. Vous allez pouvoir en libérer certaines. Et peut-être que vous n'allez pas pouvoir vous libérer de cette obligation, mais vous allez pouvoir vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour que cette obligation-là soit moins pénible, pour que j'y apporte un petit peu plus de confort, un petit peu plus de plaisir dans cette obligation. Comment je peux la rendre moins obligatoire, par exemple. Donc, demandez-vous régulièrement, conscientisez, c'est important de conscientiser. On est trop robotisé et le fait de conscientiser les bons moments, ça va vous faire du bien, ça va vous aider à développer votre optimisme. Il faut que vous vous posiez cette question, comment est-ce que je me sens? Pourquoi est-ce que je fais ça? Quand vous buvez votre café le matin, est-ce que vous le buvez parce que vous avez l'habitude de le boire ou vous le buvez parce que vous trouvez ça bon? Posez-vous la question, je suis en train de boire mon café. Et si c'est parce que vous trouvez ça bon, dites-vous, ouais, je trouve ça bon. Parce que vous allez voir, ça va vous apporter quelque chose, ça va vous rendre forcément, ça va vous apporter de la joie intérieurement. Donc conscientisez, notez le soir tous les bons moments de votre journée. Décidez le matin de passer une bonne journée et demandez-vous plusieurs fois dans la journée comment est-ce que je me sens.
ce sont les règles de base et déjà les premiers exercices tout simples que vous pouvez mettre en application relativement facilement au quotidien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parce que là, on va arriver autour des questions. Il y en a tellement à dire. Peut-être Romy, toi, tu as des questions. Écoute, pour l'instant, j'en vois pas qui me viennent. Mhm. Je vais attendre en fait les questions des participants et ensuite je vais attendre qu'elles reviennent celles-là. Alors, est-ce que je vais revoir les questions qui ont été posées au début pour savoir si nous avons bien répondu aux questions. Donc la première question qui était, c'est comment savoir si l'on a atteint le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur et comment savoir si on a atteint le bonheur? Alors, ah oui, c'était la toute première question. Le bonheur, c'est pas quelque chose qui s'atteint. Le bonheur, c'est quelque chose qui se développe au jour le jour. On a souvent l'impression que le bonheur, c'est une destination. C'est ce que je disais. Quand j'aurai ça ou quand j'aurai ça, je serai heureux. Mais en fait, c'est le chemin qui nous permet d'être heureux. Donc, comment atteindre le bonheur? C'est tout simplement en le cultivant au jour le jour. Tout simplement en regardant le positif de la vie, en faisant des actions qui ont du sens pour vous, en apprenant à se faire plaisir. C'est ça le bonheur. C'est tout simplement ça. Parce que en mettant en place ces petites choses au quotidien, vous allez attirer à vous des choses encore plus grandes, et encore plus grandes, et encore plus grandes. C'est pas une destination, c'est vraiment la construction du chemin. C'est ça le bonheur. Ah d'ailleurs, je vois comment faire quand ça dérape vers le négatif. Alors, comment faire quand ça dérape vers le négatif? Alors, c'est normal, c'est notre cerveau humain, hein, on est tous comme ça. Moi-même, des fois, ça dérape vers le négatif. Quand ça dérape vers le négatif, ma technique à moi, c'est de prendre conscience que tout est issu de mes pensées. Ce sont mes pensées qui me font déraper vers le négatif et que mes pensées, finalement, j'ai le choix. C'est-à-dire, à chaque fois, je me dis, ok, là, tu es en train de déraper, tu es en train de te dévaloriser, tu es en train de te sous-estimer, tu es en train de te créer des émotions, des sentiments qui ne sont pas cool. Donc, Marina, sois ton amie, arrête d'être ton ennemi comme ça, arrête de te dévaloriser, arrête de te casser, parce que ces pensées-là, elles m'appartiennent, elles sont à moi. Donc, à un moment donné, j'ai le choix de faire en sorte que mes pensées soient mes ennemis, ou que mes pensées soient mes amis. Donc, c'est vraiment un travail de switch. Une petite astuce toute bête que je pourrais vous donner, c'est de dire stop. C'est-à-dire que quand ça commence à déraper vers le négatif, vous vous dites stop dans votre tête. Vous dites stop, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ça. Et comment je peux le remplacer par quelque chose de positif? Et vous remplacez par quelque chose de positif. Alors au début, ça aura peut-être pas de sens pour vous, parce que vous allez vous dire, ah ouais, mais bon, à quoi ça sert? C'est un petit peu futile de faire ça. Et puis en le faisant, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, vous allez vous rendre compte que les pensées négatives, elles viennent de moins en moins souvent. Et puis jusqu'au jour où elles viennent plus. Pourquoi? Parce que vous les avez arrêtés, vous leur avez dit stop, vous avez cessé de les entretenir, vous avez cessé de les nourrir. Et quand on arrête de les écouter, ces pensées-là, au bout d'un moment, elles n'ont plus de place pour s'exprimer. Donc elles ne s'expriment plus. Voilà ma technique. Et ça marche. Ensuite, y a-t-il d'autres questions? Oh, dada. Hop. Non, comment faire quand ça dérape? Alors. N'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, si je peux vous apporter tous mes petits conseils, c'est avec grand plaisir. On peut aussi en déduire que ta conférence était tellement claire qu'il n'y a pas de questions. Mais oui. Mais oui, c'est top. Mais écoutez, moi c'est parfait, hein. N'hésitez pas à réfléchir, moi je continue à parler, hein, parce que je suis une grande bavarde, donc... Alors, une super question, Marina. Je te laisse la regarder et répondre. Alors, comment faire face à des gens qui sont négatifs? Alors, oups, attends 2 secondes.
Donc apparemment il y a un petit souci technique. Marina va pas tarder à revenir. Alors, est-ce que Marina, tu es en direct? Ah bon, je suis en direct. Non, mais j'allais me reconnecter. En fait, c'est mon ordinateur qui s'est éteint. Des fois, il est un petit peu capricieux, mais c'est bon, ça se reconnecte là. Alors, attends, donne-moi 2 petites minutes. Est-ce que tout le monde entend Marina avec le portable ou pas? Oui, Marina, on t'entend. Donc, c'est ok. Donc, tu peux répondre aux questions. Tu peux répondre aux questions et puis... Je me reconnecte là de toute façon. En même temps. D'accord, parfait. Je vais répondre à la question pour comment faire face à des personnes Négatives. Alors, il y a 2 choses. Il y a des personnes de son entourage qui sont négatives. Moi, quand j'ai décidé d'être positive, d'être optimiste, j'avoue, j'ai fait un nettoyage en fait de mon environnement, parce qu'il y a un moment donné où mon environnement ne me convenait plus. Quand j'étais pessimiste, forcément j'étais entourée de gens un petit peu négatifs aussi, parce qu'on était dans la même énergie qui n'était pas très très bonne. Et c'est vrai que quand j'ai décidé d'être optimiste, il s'est créé un décalage avec ces gens-là. Donc soit des gens finalement ont suivi mon élan et c'était très bien, soit les gens ne m'ont pas suivi. Et c'est des gens que naturellement je n'ai plus fréquenté. Donc ça a été la première chose, c'est-à-dire que quand on veut être optimiste, il faut aussi faire attention à son environnement, parce que ça dépend de soi. Et si vous voulez vous entourer de bien-être, d'optimisme, de beauté, il faut que votre environnement soit pareil. C'est-à-dire que ça va être très difficile d'entretenir un tempérament optimiste si vous êtes entouré de gens négatifs. Ça, il faut être déjà bien conscient de ça. Ensuite, il y a des gens qui sont des proches, on ne va pas se séparer de nos proches non plus parce qu'ils sont négatifs, ou des gens qu'on rencontre des fois qui sont négatifs. Il faut tout simplement pas prendre les choses pour soi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait chacun des choix, on fait le choix d'être optimiste, on fait le choix d'être pessimiste, et on ne peut pas changer le monde, il y a des gens qui ont pris leur propre choix finalement et qui sont pessimistes, et quelque part ça ne nous concerne pas. Nous, le choix qu'on a, c'est de fréquenter ces personnes-là ou de ne pas les fréquenter, mais on ne pourra pas forcément les changer. Donc tout est une question de choix, et c'est à vous de faire les choix finalement qui vous conviennent le mieux. C'est ça que j'ai vraiment envie de dire par rapport à ça. Vraiment. Alors, je crois que je vais réussir à me reconnecter là. Très bien, on t'attend avec grand plaisir. Et il y a une personne qui dit, quand tu veux apprendre à voler comme un aigle, demande à un aigle et pas à un dindon. Donc au revoir les dindons. C'est exactement ça. J'aime bien ce qu'il m'a dit là, mais en fait oui, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que il va être très très compliqué de vraiment d'être dans le bien-être soi-même quand notre environnement n'est pas dans le bien-être. C'est vraiment comme nager à contre-courant. Ça rend des choses beaucoup plus difficiles. Donc moi je vois par exemple maintenant les gens qui sont dans mon cercle, les gens que je côtoie, que je fréquente, sont des gens qui ont la même énergie que moi. Parce que ce sont tout simplement des gens qui me tirent vers le haut, qui m'aident à avancer, qui contribuent à mon évolution, à mon ascension. Ce sont des gens qui me font du bien, tout simplement. Et c'est important d'être entouré de gens qui me font du bien.
très très important. Tu m'entends, oui? Oui, nous t'entendons tous. D'accord. Voilà. Est-ce que tu veux venir nous rejoindre dans la conférence? Oui, je vais venir vous rejoindre, voyons. C'est juste que, donc automatiquement, on me demande mon nom d'utilisateur et je ne comprends pas trop en fait comment ça... Alors, du coup, il faut que tu te réinscrives. Ah, c'est ça. Voilà. Je me réinscrive pour revenir. Ouais, que tu te réinscrives, que tu remettes le mot de passe. D'accord. Alors, je vais arriver de suite. Hop. Alors, n'hésite pas s'il y a des personnes qui ont des questions. Donc, avez-vous d'autres questions à poser à Marina? Hop, Marina, ok. J'attends que tu te connectes, Marina. C'est bon, j'arrive. C'est quand même assez rigolo que mon ordinateur s'éteigne. Tac. Alors, donc, il y a Gaëlle qui remercie la personne qui a fait la métaphore sur l'aigle et les dindons. Elle dit qu'elle la garde. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est Eric qui a fait cette métaphore. Le jeune homme qui a parlé tout à l'heure. Ah, c'est bon, là, tu vas me voir. Ça y est. Ah. Ça y est. Je te repasse la balle, d'accord? Pour que tu... Je te repasse la balle pour que tu puisses amener. Donc Marina nous a rejoint de nouveau. Marina, je te laisse refaire le paramétrage de tout à l'heure pour que tu puisses, pour qu'on puisse voir ta vidéo. Mais si tu souhaites parler, on t'entend, d'ores et déjà. Super! Ah, nickel, génial. Oui, des fois, c'est l'italien. Je t'invite à remettre le micro en face de ta bouche. C'est bon? Tu m'as réappelé. Hop. Non, c'est toi qui m'as appelé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je voulais finir par la surprise, par la petite annonce exceptionnelle. Dites-le-moi. De toute façon, je reste après disponible. Hop. Ah, messagerie instantanée. Y a-t-il d'autres questions? Alors, il y a une personne qui demande... Quand on est en présence de personnes qui ne vont pas bien, comment faire? Donc, Anne, est-ce que tu as eu la réponse à l'instant? Ou est-ce que tu souhaites que Marina reprenne les réponses qu'elle a fournies? Ça fait beaucoup plaisir à Marina de se répéter, donc ça ne posera pas de problème. Alors, en présence de personnes qui ne vont pas bien, comment faire? Alors, comment faire, c'est-à-dire comment faire pour que la personne aille mieux? Ou comment faire... comment on le gère, peut-être? Oui, c'est... Comment faire pour que la personne aille mieux? Alors, j'ai envie de te dire, Anne, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, parce que, en fait, quand on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas te sauver. C'est-à-dire que toi, en tant qu'ami, en tant que proche, en tant que parent, tu peux conseiller, tu peux orienter vers des démarches, tu peux lui conseiller des livres, tu peux l'écouter, tu peux lui parler d'optimisme, tu peux l'inciter à regarder les choses d'une autre direction. Maintenant, si la personne n'est pas apte à le faire, tu ne pourras pas changer le monde. C'est-à-dire qu'on a tous la responsabilité de notre propre personne. Et la personne qui est en face de toi qui ne va pas bien, elle a sa responsabilité à elle. Et toi, même avec les meilleures intentions du monde, si cette personne-là décide de ne pas aller mieux, quelque part, tu ne pourras rien y faire. Et oui.
tu peux orienter. Tu peux vraiment orienter. Maintenant, tu verras bien si la personne en face de toi est réceptive ou n'est pas réceptive. Si elle a envie d'écouter tes conseils, si elle a envie de... Si la personne a vraiment envie d'aller mieux, elle te questionnera. Elle te demandera des bouquins. Elle te demandera peut-être si tu connais quelqu'un qui peut l'accompagner sur le chemin du bien-être. Si cette personne-là n'est pas prête à faire ça, c'est quelqu'un qui restera dans le pessimisme, qui va dire oui, mais de toute façon, la vie c'est comme ça, puis il y a un peu de difficultés, puis ci et puis là. Si la personne ne cherche pas des solutions, si la personne n'a que des problèmes, c'est quelque part quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé, ou qui n'est pas prêt à être sauvé, en tout cas à l'heure actuelle, et ça, tu n'y pourras rien. On ne peut pas sauver le monde. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. J'aime bien cette phrase parce que je l'ai vraiment appris à mes propres dépens, à vouloir sauver mes amis, à sauver le monde entier, et quand ça ne fonctionnait pas, je me sentais... Ouais, et ben justement, je sais Anne, c'est ça qui est difficile, c'est de se détacher de ça. Mais tu peux pas prendre la responsabilité, on est tous responsables de nous-mêmes et faut apprendre à s'en libérer parce que ça fait beaucoup de mal quand on se donne une mission qui finalement le résultat ne dépend pas de nous. Je sais, c'est assez compliqué. Tu peux orienter, tu peux orienter. Mais justement, ça tombe bien que tu me poses cette question parce que comme ça au moins je vais pouvoir vous parler de la petite surprise parce que je sais que pour moi c'est un moyen justement peut-être d'aller mieux. Je vous disais en début de conférence, dans la conférence, que j'allais chercher moi dans mon activité à mettre mes forces de caractère en avant et entre autres la créativité. Donc j'ai cherché dans mes coachings un moyen d'amener les choses différemment et de pouvoir être créative. Et donc ça fait plusieurs semaines que j'ai travaillé sur un gros projet et que j'ai sorti le premier en fait e-calendrier du web qui s'appelle le calendrier du bonheur et de la bonne humeur. Alors qu'est-ce que c'est que c'est Alors oui, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est pas un calendrier comme les autres. Le calendrier c'est un peu fade. Le calendrier du bonheur et de la bonne humeur, en fait, c'est offrir à un ami, à un proche ou à soi-même 365 jours de bonheur. C'est-à-dire que la personne reçoit chaque jour dans sa boîte mail un conseil en psychologie positive, un conseil bien-être ou une phrase inspirante. Elle reçoit également tous les premiers dimanches de chaque mois un exercice en psychologie positive afin de développer, entre autres, les différents facteurs dont je vous ai parlé. Donc par exemple, au mois de janvier, l'exercice porte donner du sens à sa vie. Donc il y a un exercice pour donner du sens à sa vie. En février, c'est la confiance en soi. En mars, c'est la motivation. Ensuite, il y a l'optimisme, les émotions positives, la résilience, la gratitude, le don, l'empathie. En fait, on traverse différents sujets. Pourquoi j'ai décidé de le faire sous forme de calendrier? Parce que comme je vous l'ai expliqué, le bonheur, c'est quelque chose qui se construit au jour le jour. Le bonheur, c'est quelque chose de chaque instant. Et souvent, les gens... On a une vie très remplie, on passe beaucoup de temps au travail, on passe du temps avec les enfants, on passe du temps avec la famille, et on a trop souvent tendance à ne pas prendre du temps pour soi. Et quand on fait des thérapies, ou quand on prend un coach, ça demande beaucoup de temps, et on ne le prend pas forcément ce temps-là. Donc moi, mon idée, c'était de me dire, ok, tous les matins, la personne pourrait recevoir un conseil tout simple à mettre en pratique dans la journée qui ne lui demande pas de temps, en fait, pas de temps du tout. Mais juste en appliquant ce conseil, ça contribuerait à son propre bonheur. Par exemple, donc je vous ai parlé d'exercice de gratitude tout à l'heure, le fait de noter toutes les choses optimistes dans sa journée. Voilà, ça va être aujourd'hui, je me focalise sur le positif. Et la seule chose que vous auriez à faire, c'est de vous focaliser sur le positif dans votre journée. Aujourd'hui, je souris. Je souris et puis je profite de l'impact du sourire. Donc plein de petits conseils comme ça au jour le jour qu'on reçoit dans sa boîte mail. Donc tout le monde a des mails. Donc justement moi je voulais que ce bonheur puisse se répandre à tous. Donc voilà le projet. C'est le calendrier du bonheur. Voilà, transmettre la psychologie positive, transmettre le bonheur à travers des choses toutes simples et voilà, un cadeau qui dure 365 jours. Alors évidemment quelque chose que j'ai fait à un petit tarif, c'est à 19,90 €. Et voilà, à offrir les calendriers, c'est d'actualité pour les fêtes ou pour la nouvelle année.
Et ça permet, voilà, c'est le petit cadeau intelligent qui fait du bien à son entourage, qui peut faire du bien à soi-même. Chaque matin, à 7 heures, ça tombe dans la boîte mail. Et voilà, c'est le cadeau positif. Donc, moi, je voulais vous parler de ça. Je vous note le site du calendrier, comme ça, si vous voulez, vous allez y jeter un coup d'œil. Vous allez pouvoir voir. Tout se fait en ligne de manière très très simple. Hop. Et moi, je décidais de toute façon qu'en 2014, on allait répandre une énergie du bonheur. Parce que si tout le monde... Je suis persuadée que si tout le monde apprend à être heureux, on pourrait tellement améliorer la face du monde, en fait, tout simplement, parce qu'il y aurait plus de violence, parce qu'il y aurait plus de frustration, il y aurait plus de colère, il y aurait plus tout ça, et c'est tellement à travers des petits actes tout simples qu'on peut parvenir à tout ça. Je suis pour le bonheur, voilà, je voulais noter, je suis pour le bonheur en 2014, et j'ai voulu sortir un outil ludique, rigolo, qui apporte de la bonne humeur, et voilà, qui soit surtout simple à mettre en place, parce qu'on n'a pas forcément le temps de se prendre la tête sur soi-même ou sur nos rapports avec les gens. Donc il faut que les choses soient limpides, simples. Donc voilà, je vous invite vraiment vivement à aller voir sur le site, à le découvrir, ce petit calendrier, à voir comment ça fonctionne. Il y a une page Facebook aussi, donc vous verrez sur le site, il y a le lien vers la page Facebook. On communique beaucoup sur cette page-là avec des articles sur la psychologie positive pour vraiment informer les gens. Donc voilà, je vous invite à aller voir la page Facebook du calendrier du bonheur et de la bonne humeur. Tous les jours, vous allez recevoir des petits conseils, des petites choses sympas, des petites réflexions. Il y a une très bonne dynamique sur cette page-là. Donc voilà, je vous invite à la rejoindre et à venir participer avec nous, à laisser vos commentaires, à laisser vous aussi vos moments de bonheur, vos coups de cœur, tout simplement à se faire du bien. Voilà ce que j'avais envie de dire. Merci. Si vous avez des questions, apparemment, apparemment ça a l'air d'aller. Je pense qu'ils sont tous partis sur ton site En fait, Facebook. on nous écoute plus. Il n'y a plus personne. Ils sont allés sur ton site pour chercher du bonheur. Chercher du bonheur. Ben oui, c'est important de chercher du bonheur. Ok. Bon, bah ça me semble bon. Oui. En tout cas, merci énormément, Marina, pour ce soir, d'avoir accepté cette invitation. C'était vraiment très clair ce que tu as exprimé. Et donc, sauf souci technique, cette vidéoconférence a été enregistrée. Donc, vous aurez en fait un exemplaire de la vidéo que je vous enverrai par email pour ceux qui sont inscrits à ma liste. Et je pense que vous l'êtes tous. Donc, vous recevrez en fait une vidéo, la vidéo de la conférence, si j'ai pas de souci technique à l'enregistrer. Et je le mettrai aussi sur Facebook, comme ça tu pourras partager, Marina, avec les personnes qui sur ton site. Super. Voilà. Juste attends, je te coupe, Romy, pour répondre à Anne qui il existe une fonction identique qui s'appelle Matin Magique. Je la connais en fait, cette fonction, c'est une Marie-Josée. Et en fait là, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que là, vraiment, les conseils sont orientés psychologie positive. C'est pas simplement un conseil positif du jour. C'est vraiment avec des exercices concret de psychologie positive pour vraiment avancer. Je la connais moi aussi, cette fonction-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de fautes d'orthographe, ça me dérange. mais je la connais, mais là le travail il est encore différent. Voilà. Mais en tout cas, merci, parce que moi l'un de mes moments bonheur de la journée, c'était maintenant. Et puis merci à toi, Romy, d'avoir organisé ça. Ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup. Donc merci à tous. Donc vous serez informés la semaine prochaine du thème de la conférence. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne nuit pour ceux de la Réunion. Il est 21h15 ici. Et je vous dis bonne soirée.
pour toi, Marina, et pour ceux qui sont en métropole. Eh bien, merci. Bonne soirée aussi. Merci bientôt. encore pour votre attention, pour votre présence, et puis à très bientôt. Bye bye. Bye.